Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis photographe animalier, en contrat sur le domaine de la brume éternelle. Je n'aurais jamais imaginé que me perdre dans la forêt la plus dense de Sologne était la seule façon de me trouver. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, quand le brouillard n'était encore qu'une promesse lointaine dans le ciel d'automne. Mon van sentait encore un peu Paris, un mélange de pollution et de café froid, quand je l'ai garé pour de bon. J'ai coupé le moteur et le silence s'est refermé sur moi. Un silence fait de feuilles mortes qui craquent sous un poids invisible et du cri lointain d'un oiseau. J'ai descendu la vitre, l'air frais de la Sologne est entré, chargé d'une odeur de terre humide et de pin. J'ai posé mes mains sur le volant, sentant le plastique usé sous mes doigts. C'était donc ça, ma nouvelle vie. Loin des studios, loin des flashs et des sourires forcés. Juste des arbres et du silence. Le gîte pour saisonniers était au bout d'une allée de gravier. Une petite bâtisse en pierre avec une seule fenêtre qui donnait sur les écuries. À l'intérieur, ça sentait le bois et un peu la cendre froide. J'ai posé mon sac d'équipement sur la table en bois brut, le poids familier me rassurant un peu. J'ai ouvert les objectifs un par un, les nettoyant avec un chiffon doux, un rituel que je faisais sans même y penser. Mes mains avaient le besoin d'être occupées. Ma routine s'est installée dès le premier jour. Debout avant le soleil. Le plancher en bois était glacial sous mes pieds nus. Je préparais un café sur un petit réchaud, le buvant sur le pas de la porte en regardant la brume matinale s'accrocher au champ. Le son des chevaux dans le box voisin, un hennissement doux, un sabot qui frappe la paille. C'était la seule compagnie que j'avais, et je passais mes doigts sur le bois de la porte en écoutant. Les journées se passaient dans la forêt, à attendre. Des heures assis contre un chêne, l'appareil photo sur les genoux, attendant le passage d'un cerf ou l'envol d'un héron. Le silence n'était jamais vraiment vide. Il y avait le vent dans les feuilles, le bruit de mes propres pas. Je passais la main sur l'écorce rugueuse des arbres, juste pour sentir quelque chose de réel. C'était pour ça que j'avais fui la ville, pour ce contact simple, sans artifice. Le 3e jour, j'ai trouvé une note glissée sous ma porte. Un papier épais, quelques mots écrits d'une encre noire et nerveuse. Madame vous attend. 10 heures. Grand bureau. J'ai relu la phrase plusieurs fois. J'ai passé un long moment à nettoyer la boue de mes bottes avec une brosse dure, même si je savais que ça ne servirait à rien. C'était juste une façon de retarder le moment, de garder mes mains en mouvement. La maison de maître était à 500 mètres, imposante, silencieuse. Les volets gris semblaient me regarder. J'ai tiré sur la lourde poignée en fer forgé et la porte en chêne s'est ouverte en grinçant. L'air à l'intérieur était plus froid, immobile, et portait une odeur de cire d'abeille et de vieux papier. J'ai avancé dans le hall, le bruit de mes pas résonnant sur les dalles de pierre. J'ai rajusté la sangle de mon sac sur mon épaule. Je l'ai trouvée dans le bureau. Elle était assise derrière un immense bureau en bois sombre, le dos droit, et ne m'a pas regardé entrer. Elle finissait de signer un document, et le seul son était le grattement de la plume sur le papier. Je suis resté debout près de la porte, les mains dans les poches, ne sachant pas quoi faire. J'ai regardé mes pieds, puis les livres qui remplissaient les murs du sol au plafond. Elle a finalement posé son stylo et levé les yeux. Son regard m'a traversé, rapide, analytique, pas hostile, juste, vide d'intérêt. J'ai remarqué ses cheveux châtains, attachés en une queue de cheval dont s'échappaient quelques mèches sur sa nuque. Ses mains, qui reposait maintenant à plat sur le bureau, était infine, mais semblait forte. Elle n'a pas souri. Elle a simplement attendu que je parle. Léo, pour les photos. Ma voix était un peu rauque. Elle a hoché la tête, comme si mon nom n'avait aucune importance. Elle a déplié une grande carte du domaine sur son bureau, sa chevalière à l'annulaire droit heurtant doucement le bois. D'un doigt, elle a tracé des limites. Ici, c'est autorisé. Là, c'est interdit. Sa voix était claire, sans inflexion. Sous le bureau, j'ai aperçu ses bottes d'équitation, couvertes d'une fine couche de boue séchée. Mon regard a été attiré par une étagère derrière elle. Un vieil appareil photo, un Semflex des années 50, prenait la poussière à côté d'une pile de registres. J'ai ouvert la bouche pour poser une question, puis je me suis ravisé. Elle a suivi mon regard une seconde, puis l'a ramené sur moi. C'est tout. Le travail peut commencer. C'était un congé.
Je me suis reculé, sentant le poids de son silence dans mon dos. Je suis sorti dans l'air frais de l'automne, la carte du domaine serrée dans ma main. La lourde porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd. C'était donc elle, Éléonore. Et moi, Léo, le photographe du domaine de la brume éternelle. Ma première tâche était d'explorer la forêt sud, la zone qu'elle avait pointée sur la carte avec un doigt particulièrement insistant. Je me suis dirigé vers le sentier, le bruit du gravier sous mes bottes. La carte qu'Éléonore m'avait donnée était froide et rigide dans ma main, tandis que je m'enfonçais dans la forêt sud. Chaque craquement de branches sous mes bottes me rappelait ses instructions, sa voix dénuée de toute chaleur. J'ai déplié le plan, le bruit du papier froissé se perdant dans le murmure du vent. Je n'étais pas seulement ici pour des photos, je le sentais. J'étais ici pour comprendre ce silence qu'elle portait comme une armure. Les premiers jours, je ne l'ai pas revue. Je passais mes heures immobiles, caché dans les fougères, l'objectif pointé vers une clairière. Un matin, je l'ai aperçue au loin, une silhouette sur son cheval noir, longeant la lisière du bois. Elle ne m'a pas vu, elle scrutait l'horizon, le dos parfaitement droit. J'ai lentement abaissé mon appareil photo, le laissant pendre à mon cou, et je l'ai simplement regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Notre rencontre suivante a eu lieu près des écuries, une semaine plus tard. Je nettoyais mes objectifs sur un banc en bois usé. Elle est sortie d'un box, une odeur de foin et de cheval s'échappant avec elle. Elle caressait l'encolure d'un grand alezan. « Le temps va changer », a-t-elle dit sans me regarder directement, son regard fixé sur les nuages qui s'amoncelaient à l'ouest. J'ai hoché la tête, resserrant une vis sur mon trépied. C'est devenu une sorte de rituel silencieux. Je la voyais souvent sur le perron de la grande maison, le soir, une tasse à la main, le regard perdu vers les champs. Elle ne souriait jamais, mais parfois, elle inclinait la tête dans ma direction quand je passais. Je répondais par un même mouvement de tête, sans m'arrêter, le poids de mon sac sur l'épaule me rappelant ma place ici, celle d'un simple observateur de passage. Au bout d'un mois, les choses ont commencé à changer, imperceptiblement. Un matin, je l'ai vue peiner à déplacer un lourd sac de grains. Sans un mot, je l'ai pris et l'ai porté jusqu'à la mangeoire. La poussière du grain a volé, chatouillant mes narines. Elle a murmuré un « merci » et pour la première fois, son regard a croisé le mien pendant 1 seconde de plus que nécessaire. J'ai senti mes mains se crisper sur le sac vide. Un jour de pluie battante, je me suis réfugié dans une vieille grange abandonnée. L'air y était lourd, sentant la paille humide et le temps passé. Dans un coin, sous une bâche poussiéreuse, j'ai trouvé une petite boîte en bois. À l'intérieur, parmi de vieux outils rouillés, il y avait une photographie en noir et blanc, un peu cornée. Un cerf majestueux, figé au milieu d'une clairière. J'ai passé mon pouce sur le papier jauni, sentant le grain sous mon doigt. De retour à mon gîte, j'ai posé la photo sur la table. Le son de la pluie sur le toit de tôle était la seule musique. La lumière, la composition. Il y avait quelque chose de familier. En regardant de plus près, j'ai reconnu un chêne particulier, tordu par le vent, que j'avais moi-même photographié quelques jours plus tôt. J'ai sorti ma propre épreuve et j'ai comparé les 2 arbres. C'était bien le même endroit. Le lendemain, le soleil était revenu. Je l'ai trouvé près de ce même chêne, en train de vérifier une clôture. Je me suis approché, le bruit de mes pas étouffé par l'herbe humide. J'ai sorti la photo de ma poche. J'ai trouvé ça hier, dans la vieille grange. Elle a arrêté son geste, ses mains gantées de cuir tenant toujours une pince. Elle a pris la photo, ses doigts effleurant les miens. Elle a retiré un de ses gants et a caressé l'image. C'est mon grand-père. Sa voix était plus basse que d'habitude. Il a pris toutes ses photos avec son vieil appareil, un Semflex. Il est toujours dans le bureau, sur une étagère. Elle a gardé les yeux fixés sur la photo, comme si elle y voyait bien plus qu'un simple cerf. J'ai remarqué qu'elle frottait sa chevalière avec son pouce, un geste nerveux. Puis, comme si elle regrettait cette brève confidence, elle a secoué la tête et a glissé la photo dans la poche intérieure de sa veste. « Cette clôture ne tiendra pas l'hiver », a-t-elle dit, sa voix redevenant professionnelle. Elle a remis son gant et a recommencé à tendre le fil de fer, le dos tourné vers moi. Je suis resté là un instant, puis je suis reparti vers la forêt, le silence de nouveau installé entre nous.
Une routine différente s'est alors mise en place. Chaque matin, avant de partir, je laissais un thermos de café chaud sur un piquet de clôture près des écuries. Je ne la voyais jamais le prendre, mais quand je revenais le soir, il avait disparu. C'était un échange muet, un fil invisible tendu entre son monde et le mien. Je serrais le métal encore tiède du thermos vide dans mes mains en rentrant. Un soir, j'ai trouvé le thermos rincé et posé sur le seuil de ma porte. À côté, il y avait une pomme rouge, brillante de rosée. Il n'y avait pas de mots. J'ai ramassé la pomme. Sa peau était fraîche contre ma paume. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, observant les imperfections qui la rendaient réelle. J'ai mordu dedans. Le jus sucré et froid a explosé dans ma bouche. J'ai commencé à rentrer un peu plus tôt de la forêt, juste pour être là quand elle faisait le tour du soir. Je ne m'approchais pas. Je restais adossé au mur de la grange, occupé à nettoyer un filtre ou à vérifier mes batteries. J'écoutais le son de sa voix, douce, quand elle parlait à son cheval, le bruit du cuir qui craque, le souffle puissant de l'animal. C'était apaisant. Un soir, la targuette d'une barrière était coincée par la rouille. Elle forçait dessus, en vain. Je me suis avancé et j'ai posé ma main sur la sienne pour l'aider. Sa peau était rêche, calleuse, mais chaude malgré le froid du métal. Nos forces combinées ont fait céder le mécanisme dans un claquement sec. Elle n'a pas retiré sa main tout de suite. Je sentais son pouls battre sous mes doigts. Elle a levé les yeux vers moi. La lumière du crépuscule adoucissait les traits de son visage. Ce n'était plus le regard de la propriétaire du domaine, ni celui de ma cliente. C'était autre chose. « Vous n'êtes pas comme les autres de la ville », a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Elle a ensuite retiré sa main, tourné les talons et s'est éloignée vers la maison sans un autre mot. Je suis resté près de la barrière, la main encore posée sur le fer froid, la regardant s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans l'obscurité. Ça faisait presque 3 mois que j'étais là. 3 mois de silence, de café partagé sans un mot et de regards volés. La photo de son grand-père était dans sa poche. Et ce soir-là, quelque chose venait de se briser, ou peut-être de naître, dans le froid grandissant de l'automne. Après cette soirée-là, près de la barrière, l'air entre nous a changé de densité. Le lendemain matin, le thermos que j'ai laissé sur le piquet de clôture m'a semblé plus lourd, comme s'il contenait plus qu'un simple café. En rentrant le soir, j'ai trouvé le thermos rincé à sa place habituelle, mais cette fois, il y avait 2 pommes au lieu d'une. J'en ai pris une, l'ai polie contre ma chemise et l'ai laissée sur la table, sans la manger tout de suite. Nos routines silencieuses ont commencé à se superposer. Je la croisais près des enclos, où elle réparait une mangeoire. Sans un mot, je lui ai tendu la bonne clé que je venais de nettoyer. Nos doigts se sont effleurés sur le métal froid de l'outil. Elle a pris la clé et j'ai repris mon travail sur un morceau de cuir, le bruit régulier de mes gestes remplissant le silence qui s'était installé. Elle n'a pas dit merci, mais elle n'est pas partie. Les conversations sont venues par bribes, jetées au-dessus du bruit du vent ou du hennissement d'un cheval. Des phrases sur la météo, sur un renard aperçu la veille. Un jour, en réparant une clôture, elle a dit, le regard fixé sur les fils de fer, « Mon grand-père disait que cette terre demande tout, mais qu'elle ne ment jamais. » J'ai enfoncé un piquet dans le sol d'un coup de masse sec, le choc résonnant dans mon bras. Les soirées se sont allongées avec l'arrivée de l'hiver. Parfois, je la trouvais dans la sellerie, à la lumière d'une simple ampoule nue, en train de graisser une selle. L'odeur de cuir et de cire emplissait l'espace. Je m'asseyais sur une botte de foin et je nettoyais mes objectifs, le petit clic du diaphragme se mêlant au son de ses mains travaillant le cuir. Nous pouvions rester comme ça 1 heure, chacun absorbé par sa tâche, mais ensemble. Un soir, elle a parlé de Paris, pas de sa vie là-bas, juste de la ville. Les bruits ne s'arrêtent jamais, même la nuit. Elle a passé un chiffon sur le pommeau de la selle, son geste plus lent que d'habitude. Ici, le silence a un poids, on peut le sentir. J'ai hoché la tête, faisant tourner une bague de mise au point entre mon pouce et mon index, encore et encore, sans raison. Elle a sorti la vieille photo du cerf de sa poche et l'a posée sur un tonneau entre nous. Il l'a prise avec son Semflex. Il a attendu 3 jours au même endroit, sans bouger. Son doigt a tracé le contour de l'animal sur le papier jauni. Je regardais sa main, pas la photo. J'ai remarqué une petite cicatrice blanche sur son articulation, une ligne fine qui racontait sa propre histoire silencieuse. Le premier vrai froid est arrivé.
mordant et soudain. Nous avons travaillé ensemble toute une journée pour rentrer le foin avant la pluie annoncée. La sueur coulait sur mon front malgré le froid. Nos souffles formaient des nuages blancs dans l'air glacial. À un moment, en soulevant la même botte de foin, nos épaules se sont heurtées. Nous nous sommes arrêtés une seconde avant de reprendre le travail comme si de rien n'était. Ce soir-là, épuisés, nous nous sommes assis sur le perron de la grande maison. Elle m'a tendu une tasse de thé fumant, sans un mot. La chaleur du liquide se propageait dans mes mains gelées. Elle a regardé les champs sombres et a murmuré « Parfois, j'ai l'impression d'être une imposture, que tout ça est trop grand pour moi. » Elle a serré sa propre tasse, ses jointures devenant blanches. Je n'ai rien dit, j'ai juste bu mon thé. Les semaines sont devenues des mois. L'automne a laissé place aux premières gelées de l'hiver. Je ne comptais plus les jours. Ma vie n'était plus rythmée par un calendrier, mais par le lever du soleil, la tournée des animaux et ces moments passés à travailler à ses côtés. Mon appareil photo restait souvent dans son sac. Ce que je voulais voir ne pouvait pas être capturé par un objectif. Un après-midi, elle m'a fait entrer dans le bureau. La pièce était froide et sentait le papier. Elle a pris le vieil appareil Semflex sur l'étagère et me l'a tendu. « Tenez !» L'objet était lourd, solide, un concentré d'histoire. J'ai ouvert le viseur de poitrine et j'ai regardé à travers, voyant la pièce à l'envers. Elle était dans mon champ de vision, floue. J'ai tourné la molette de mise au point jusqu'à ce que son visage devienne net. Elle a détourné le regard, un peu gênée. « Il ne fonctionne plus, c'est juste. » Un souvenir. Je lui ai rendu l'appareil, nos mains se touchant à nouveau, cette fois plus longtemps. J'ai senti la chaleur de sa peau contre la mienne. « C'est un bel objet », ai-je simplement dit, ma voix plus basse que d'habitude. Elle l'a reposé sur l'étagère avec une délicatesse qui contrastait avec ses mains de travailleuse. Le domaine était devenu mon monde. Je connaissais le bruit de chaque porte, le craquement de chaque marche d'escalier. Je connaissais le son de ses pas sur le gravier, un rythme que je pouvais distinguer de tous les autres. Je ne pensais plus à Paris, à mon ancienne vie. Mon van n'avait pas bougé depuis des mois, des feuilles mortes s'accumulèrent sur son pare-brise. Je n'avais plus envie de partir. Un soir, le vent s'est levé, faisant gémir les vieux chênes. Elle est venue frapper à la porte de mon gîte. Une tempête arrive, la toiture d'une des granges est fragile. Nous avons passé une partie de la nuit à la consolider, à la lumière de nos lampes frontales. Le vent arrachait presque les outils de nos mains. Elle criait des instructions par-dessus le vacarme, et pour la première fois, je l'ai vue sourire quand nous avons enfin terminé. Ce sourire a duré à peine une seconde, mais il a illuminé son visage fatigué. De retour près de la maison, elle s'est arrêtée. « Merci, Léo. » C'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom. Le mot est resté suspendu dans l'air froid entre nous. J'ai juste hoché la tête, les mains enfoncées dans mes poches, sentant le froid du métal de mes clés contre mes doigts. La confiance s'est construite comme ça, sans grand discours. Elle a commencé à me parler de ses études de finance, de la pression, du jour où elle a tout quitté. Elle racontait ça en nourrissant les chevaux, ou en réparant un tracteur, ses mains toujours en mouvement, comme pour se donner une contenance. Je l'écoutais, lui tendant un outil quand elle en avait besoin, ma présence étant ma seule réponse. Je savais maintenant pourquoi elle frottait sa chevalière quand elle était nerveuse. C'était celle de son grand-père. Je savais pourquoi elle scrutait l'horizon. Elle ne cherchait pas la météo, mais un sentiment de contrôle sur ce monde qui menaçait de l'engloutir. Je voyais la femme derrière l'héritière, celle qui parlait doucement à son cheval parce qu'il était le seul à ne rien attendre d'elle. Un jour, en passant près du vieux chêne tordu, elle m'a tendu la photo du cerf. « Gardez-la. Vous comprenez cette terre mieux que quiconque est venu ici. » J'ai pris la photo, le carton usé doux sous mes doigts. C'était plus qu'une image, c'était une clé. J'ai glissé la photo dans la poche intérieure de ma veste, là où elle reposerait contre mon cœur. Nous étions en décembre. 5 mois s'étaient écoulés depuis mon arrivée. 5 mois de silence, de travail et de confidences murmurées. Nous ne nous étions jamais vraiment touchés, à part ces frôlements accidentels, mais je n'avais jamais été aussi proche de quelqu'un. J'avais arrêté d'essayer de comprendre. J'étais juste là. Et pour la première fois de ma vie,
Ça me semblait suffisant. Ce soir-là, le calme après la tempête était absolu. Nous étions debout près de la lisière de la forêt, regardant la vallée en contrebas. Une nappe de brouillard blanche et épaisse commençait à monter des étangs, lente, inexorable, comme une marée silencieuse. Elle a frissonné, pas de froid. « Le voilà », a-t-elle dit, sa voix à peine un souffle. « Le brouillard d'hiver. » Elle ne m'a pas regardé, mais je sentais son regard sur moi. Le brouillard avançait, avalant les arbres un par un. Bientôt, il nous encerclerait. Il nous isolerait du reste du monde. Je n'ai pas bougé. Je n'avais aucune envie de retourner à la lumière. Je suis resté à ses côtés, regardant le blanc envahir le paysage, et j'ai attendu. Le brouillard nous avait enveloppés, Éléonore et moi, dans un silence cotonneux, presque intime. De retour sur le perron de la grande maison, elle m'avait servi un thé chaud dans une tasse en émail ébréché. Je la regardais faire, ses gestes précis. Pour combler le vide, j'ai mentionné une buse que j'avais vue le premier jour, perchée sur un poteau de clôture inhabituel, très loin dans la forêt est. Je traçais du doigt le contour d'une fissure sur ma tasse. « Oui, celle près du vieux frêne foudroyé », a-t-elle répondu sans lever les yeux de sa propre tasse. Elle a son nid là-bas depuis des années. Mon doigt s'est immobilisé sur l'émail froid. Le frêne foudroyé. Il était invisible de tous les sentiers connus. Il n'était sur aucune carte. Pour savoir ça, il aurait fallu être là, avec moi. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la vapeur qui s'échappait de mon thé, qui se dissipait dans l'air glacial. J'ai lentement posé ma tasse sur la marche en pierre à côté de moi. Le léger bruit du métal contre la pierre a semblé résonner. Le cerf du deuxième jour. Le renardeau du troisième. Toutes ces heures où je me croyais seul, je ne l'étais pas. Chaque cliché que je pensais avoir volé à la nature avait été pris sous son regard. La connexion que je croyais avoir tissée avec ce lieu était une illusion, un test. Je me suis senti nu et incroyablement stupide. J'ai enfin levé les yeux vers elle. Je n'ai pas eu besoin de parler. Elle a vu le changement sur mon visage. Elle a baissé la tête et son pouce s'est mis à frotter sa chevalière. Encore et encore, un mouvement rapide et nerveux. Elle n'a rien dit pour se défendre. Elle a juste continué ce geste, comme pour s'ancrer à quelque chose de solide alors que le sol venait de se dérober sous nos pieds. Sans un mot, je me suis levé. Le bois de la vieille chaise a craqué. Je lui ai tourné le dos et j'ai descendu les marches. Chaque pas sur le gravier de l'allée me ramenant vers mon gîte était un son lourd, définitif. Je ne me suis pas retourné, mais je sentais son silence dans mon dos, un poids plus lourd que n'importe lequel de ses mots. Je suis rentré chez moi et j'ai verrouillé la porte. À l'intérieur, l'air semblait vicié. J'ai ouvert mon sac principal et j'ai commencé à sortir mes objectifs, un par un. Je les ai alignés sur la table en bois, comme des soldats attendant des ordres. Mes mains tremblaient légèrement, alors je les ai serrées sur le corps froid d'un téléobjectif. J'avais besoin de sentir quelque chose de solide, de mécanique, quelque chose qui avait un sens clair et qui ne mentait pas. Ma main a glissé dans la poche de ma veste et en a sorti la vieille photo du cerf. Le papier corné semblait maintenant fragile, une preuve de la supercherie. L'héritage de son grand-père, son test. J'ai regardé le cerf majestueux, figé dans une clairière où je m'étais moi-même assis, me croyant invisible. J'ai eu envie de la déchirer, mais mes doigts ont refusé d'obéir. Je l'ai posée sur la table, face contre le bois. Le lendemain matin, le thermos est resté sur son étagère. Je n'ai pas fait de café. Le silence de l'aube était redevenu ce qu'il était au début, vide, hostile. Par la fenêtre, j'ai vu la fumée s'échapper de la cheminée de la grande maison. J'ai vu sa silhouette près des écuries. Nos routines se déroulaient maintenant sur des plans parallèles, sans jamais se toucher. Le domaine était redevenu une simple étendue de terre étrangère. J'ai passé la journée à faire et défaire mes sacs. Je sortais mon équipement, le nettoyais, puis le rangeais méticuleusement pour tout recommencer 1 heure plus tard. Je ne savais pas si je me préparais à partir ou si je cherchais juste une raison de rester. Le van, dehors, semblait une promesse simple, un tour de clé, et tout ça disparaîtrait dans le rétroviseur. Mais mes pieds restaient secloués au plancher de ce gîte. La nuit est tombée, rapide et froide. J'étais assis dans la pénombre, mes sacs à moitié près de la porte. Une lumière s'est allumée dans le bureau de la grande maison. Puis elle s'est éteinte.
J'ai entendu le crissement du gravier. Une silhouette se déplaçait dans la cour. Elle ne rentrait pas chez elle. Elle marchait lentement, délibérément, vers ma porte. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant contre mes côtes, et j'ai attendu le bruit de ses doigts contre le bois. Le coup sur la porte fut doux, presque hésitant, mais il a résonné dans le silence de la pièce comme un coup de fusil. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai regardé mes mains, posées à plat sur la table en bois, puis les sacs près de la porte. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait la poussière et le froid. Lentement, je me suis levé et j'ai tourné la poignée en fer. L'air glacial de la nuit s'est engouffré à l'intérieur, me saisissant le visage. Éléonore se tenait sur le seuil, sa silhouette découpée par la faible lumière de la cour. Elle ne portait pas de veste, juste un pull en laine épaisse. Son regard a passé par-dessus mon épaule, s'arrêtant sur mes sacs à moitié faits. Sa mâchoire s'est légèrement contractée. C'était la seule chose qui a trahi sa surprise. Elle a ramené ses yeux sur moi, attendant. Je me suis écarté sans un mot, lui laissant le passage. Le silence était une chose lourde entre nous. Elle est entrée, et l'odeur de la terre froide et des feuilles mortes est entrée avec elle. Elle a fait quelques pas, s'arrêtant au centre de la petite pièce. Ses bottes ont laissé des traces sombres sur le plancher. Elle a fait le tour sur elle-même, lentement, comme si elle redécouvrait l'endroit. Puis elle s'est tournée vers moi. « Vous partez ?» Ce n'était pas une question. Sa voix était neutre, sans inflexion, mais j'ai vu sa main se serrer en un point le long de son corps. J'ai refermé la porte, le clic du loquet sonnant comme une conclusion. Je suis resté adossé contre le bois. C'est ce que je devrais faire, oui. Ma voix était plus rauque que je ne le pensais. Je suis venu ici pour photographier la nature, pas pour passer un examen, pas pour être une sorte de projet. J'ai passé une main sur mon visage, la barbe de quelques jours piquant ma paume. Je me sentais fatigué, plus que je ne l'avais été après n'importe quelle tempête. Elle a baissé les yeux sur le plancher. C'est mieux ainsi. Vous n'avez pas signé pour ça. Elle a fait un pas vers la table, a ramassé une de mes pellicules, la faisant rouler entre ses doigts. Vous êtes jeune, Léo. Vous ne devriez pas vous enterrer ici. Ce domaine, cette terre, ce n'est pas votre combat. C'était dit doucement, mais chaque mot était une barrière qu'elle dressait entre nous. Elle essayait de me donner une porte de sortie, de se convaincre elle-même. Je me suis approché de la table et j'ai pris la vieille photo du cerf, celle que je n'avais pas réussi à jeter. Je l'ai posée devant elle, à côté de la pellicule. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous l'avez fait. Le test. Mes doigts sont restés sur le coin du papier jauni. Mais c'est le silence que je ne comprends pas. Tout ce temps, vous étiez là, et vous n'avez rien dit. Mon regard a cherché le sien, mais elle fixait toujours la photo. Ses épaules se sont affaissées d'un coup, comme si un poids invisible venait de doubler. Mon grand-père. Il disait que cette terre choisit ses gardiens. Sa voix était à peine un murmure. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'ai vu ni la propriétaire, ni l'héritière, juste une femme terrifiée. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur, tous les jours. Peur de ne pas être assez. Elle a secoué la tête. Venez, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Nous avons traversé la cour en silence. Le seul son était le crissement de nos pas sur le gravier gelé. La lune était cachée, et les étoiles semblaient incroyablement lointaines. Elle a ouvert la grande porte de la maison, et je l'ai suivie à l'intérieur, dans le hall froid et sombre. L'odeur de cire et de vieux papier était plus forte la nuit. Elle m'a conduit jusqu'au bureau sans allumer d'autre lumière que la petite lampe de travail sur le bureau massif. Elle a sorti un lourd album relié en cuir d'une étagère inférieure. La couverture était usée par les années. Elle l'a posé sur le bois sombre et l'a ouvert avec précaution. Les pages étaient remplies de photographies en noir et blanc, des images d'une netteté et d'une composition incroyables. Le domaine, mais tel qu'il était il y a 50 ans. Les mêmes arbres, les mêmes étangs, capturés par un regard qui connaissait chaque recoin de cette terre. Elle a tourné les pages lentement, ses doigts effleurant les images. Des chevaux au travail, des visages burinés par le soleil, la construction d'une grange. Puis elle s'est arrêtée sur une photo d'elle, toute petite, tenant la main d'un vieil homme au regard bienveillant. Il aimait cet endroit plus que tout.
Elle a caressé le visage de l'enfant sur la photo. Je suis revenu pour ne pas le décevoir. Mais ici, au moins, les arbres ne mentent pas. Ils sont juste ce qu'ils sont. J'ai regardé son visage, éclairé par la lumière chaude de la lampe. J'ai vu les fines lignes de fatigue au coin de ses yeux, la vulnérabilité dans la courbe de ses lèvres. J'ai tendu la main et j'ai posé mes doigts sur les siens, qui reposèrent toujours sur la page de l'album. Elle a tressailli, mais n'a pas retiré sa main. Son contact était chaud, vivant, au milieu de tous ces fantômes de papier. C'était la chose la plus réelle de la pièce. J'ai doucement refermé l'album. Le bruit sourd du cuir contre le papier a scellé quelque chose entre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis plus là pour photographier la Terre. Ma voix était stable, certaine. Je suis là pour vous photographier, vous. Chaque mot pesait lourd, chargé de tous les silences des mois passés. C'était la seule vérité qui me restait, la seule qui comptait vraiment. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Ses yeux ont cherché quelque chose dans les miens, une certitude, une faille peut-être. Elle a murmuré, comme un dernier test, une dernière tentative pour se protéger. « Et si je vous dis de partir maintenant ?» J'ai eu un léger sourire, me souvenant de ce jour dans la brume, de ma peur et de son calme. J'ai répondu, ma voix à peine plus haute que la sienne. « Vous m'avez déjà dit, maintenant, vous restez. » Elle a détourné le regard, mais pas avant que je voie la lueur dans ses yeux. Lentement, elle s'est tournée vers l'étagère derrière elle. Elle a pris le vieil appareil Semflex, lourd et solide, et l'a essuyé d'un revers de main. Elle s'est retournée et me l'a tendu. Je l'ai pris, le métal froid et le cuir usé familier dans mes paumes. C'était un héritage, une confiance, un commencement. Nous sommes restés là, dans la lumière de la lampe, le silence enfin devenu confortable. Le vieil appareil Semflex trône désormais sur la cheminée du grand salon, à côté d'une de mes photographies. Un portrait d'Éléonore pris quelques semaines plus tôt, où elle rit aux éclats, le visage sali de terre après avoir aidé un veau à naître. Chaque matin, ce ne sont plus des thermos échangés en silence, mais 2 tasses ébréchées que nous partageons sur le perron. Je la regarde toujours scruter l'horizon, mais maintenant, je sais qu'elle ne cherche plus le contrôle, mais la continuité. Le printemps a chassé les derniers souvenirs du brouillard. Nous avons passé des semaines à réparer la clôture ouest, celle qui m'avait semblé si hostile à mon arrivée. Nos gestes sont devenus une chorégraphie silencieuse. Je lui tends le marteau avant qu'elle ne le demande. Elle attrape un clou dans ma poche sans même y penser. La terre est toujours aussi exigeante, le travail jamais terminé, mais le poids de la solitude, lui, a disparu. Je sens la tension dans ses épaules se relâcher un peu plus chaque jour. Mon van n'a pas bougé. Il est devenu une sorte de monument à l'homme que j'étais en arrivant. Parfois, en passant devant, je touche la carrosserie froide et je me souviens de l'odeur de Paris, de ce besoin de fuir. Maintenant, mes bottes sentent la terre de Sologne. Mes mains portent les mêmes callosités que les siennes. Je ne suis plus un observateur. J'ai enfoncé mes propres piquets dans ce sol. J'ai appris le nom du vent qui souffle depuis l'Est. Les soirées se passent souvent dans le grand bureau. Elle se penche sur ses registres, le front plissé, et je trie mes clichés de la journée sur mon ordinateur. Le seul son est le crépitement du feu et le bruit de nos respirations. Parfois, je lève les yeux et je la regarde. Elle ne frotte plus sa chevalière. Ses mains reposent calmement sur le bois du bureau, des mains qui savent maintenant qu'elles ne sont plus seules pour tout porter. Et je me remets à mon travail, le cœur apaisé. Un jour, nous sommes retournés au pavillon de chasse. Pas par nécessité, mais par choix. L'endroit sentait toujours le bois froid et le temps passé. Nous nous sommes assis sur les marches, là où nous avions partagé notre premier vrai silence. Je me souvenais de ma confusion, de sa méfiance. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Un geste simple, une encre dans le présent. Nous sommes restés là, à écouter le bruit de l'étang. La photographie a changé pour moi. Je ne cherche plus l'image parfaite, le moment insaisissable. Je capture des instants de vie. Éléonore qui brosse son cheval noir, la lumière du matin dans sa crinière, la trace de farine sur sa joue quand elle essaie une recette de sa grand-mère. Le vieil album de son grand-père est toujours là, mais nous y avons ajouté quelques-unes de mes photos.
Une nouvelle couche d'histoire, écrite à deux. Il y a encore des jours difficiles. Des jours où les comptes ne sont pas bons, où une bête tombe malade. Je la vois alors se refermer, le masque de la propriétaire du domaine reprenant sa place. Je ne dis rien. Je vais juste chercher son cheval. Je le selle et je le lui amène. Elle monte et nous partons au galop à travers les champs, jusqu'à ce que le vent ait chassé les ombres de son visage. C'est notre façon de nous battre, sans mots. Ce soir, nous sommes sur le perron, comme tant d'autres soirs. Le soleil se couche derrière les chênes, peignant le ciel de couleurs douces. Elle s'appuie légèrement contre mon épaule, un poids familier et rassurant. L'automne reviendra, et avec lui, la brume. Mais cette fois, je n'ai plus peur de m'y perdre. Je sais maintenant qu'au cœur du brouillard, il y a une main à trouver et une maison qui attend. Et c'est tout ce qui compte.